Bonsoir, nous sommes le samedi 11 décembre, vous écoutez Forum. L'Autriche a choisi le chemin de la vaccination obligatoire. Aujourd'hui, c'était jour de manifestation en Autriche contre les 600 € d'amende pour les non-vaccinés. L'opinion publique soutient pourtant majoritairement la mesure. Le prix des médicaments que nous payons plus cher en Suisse qu'ailleurs occupe beaucoup le Parlement qui n'arrive pourtant pas à se mettre d'accord. Les solutions libérales sont torpillées par la gauche. La droite ne veut pas d'un contrôle de l'État étendu. On va essayer d'avancer ce soir avec 2 élus. Et on verra comment se déroule ce débat. Notre invité suivant l'écoutera en tout cas attentivement. Didier Pourquerie a écrit un essai pour sauver le débat politique. Il nous dira comment passer du pugilat à l'échange d'idées et à la nuance. Dans ce forum, nous parlerons aussi de la saison d'hiver touristique en Suisse qui commence. Vive la neige, des difficultés de la presse d'opposition russe et de la bonne forme des skieurs suisses. Vive la neige encore, qui ont tout gagné aujourd'hui. Nous sommes ensemble pendant la prochaine heure sur la première. Bienvenue. Et tout de suite, nous partons à Vienne, la capitale autrichienne, où comme pratiquement tous les samedis ont lieu de grandes manifestations anti-mesures Covid. Lucien Giordani, on vous y retrouve. Alors, ces manifestations ont lieu au lendemain de l'annonce des modalités de la vaccination obligatoire. Lucien, est-ce que la mobilisation a été plus forte que d'habitude ? Bien, disons qu'elle a été très forte. Les manifestants étaient, malgré le froid, près de 44 000. Cette manifestation est en effet la première depuis l'annonce des modalités du vaccin obligatoire. Elle était organisée par le FPE, l'extrême droite autrichienne, qui est le seul parti représenté au Parlement qui se prononce contre ce vaccin obligatoire. Des groupes entiers de manifestants sont venus de province par train et autocar et on a pu voir devant le palais de Lauburg des drapeaux étrangers avec des délégations venues de Bavière, de Croatie, de Serbie et même de Grèce. L'ambiance était très fête foraine avec des sifflets, des tambours, de la musique folklorique et bien sûr aussi des canettes de bière. Partout, des pancartes contre le vaccin, contre le gouvernement, avec des slogans du style « C'est mon corps, c'est moi qui décide » ou alors « Luttons contre la dictature du vaccin ». Une ambiance plutôt folklorique. Lucien, y a-t-il eu des dérapages violents, des situations inquiétantes ? À la manifestation même, je peux répondre par la négative. Certes, des fumigènes et des pétards ainsi que des canettes de bière ont été lancés en direction des forces de l'ordre, mais sans plus. Par contre, la police a placé des postes de garde devant les centres de vaccination, car depuis l'annonce du vaccin obligatoire, il y a eu des menaces très concrètes. Des médecins ont raconté qu'ils se sont fait insulter et bousculer par des personnes qui se sont senties obligées de venir se faire vacciner. D'ailleurs, depuis l'annonce d'amende en cas de non-vaccination, la protection des centres de soins intensifs a également été renforcée. Eh bien justement, parlons-en. Comment est-ce que ces amendes en cas de non-vaccination sont acceptées par la population ? Eh bien, ces amendes sont en effet très élevées. 600 € par personne tous les 3 mois. Selon un sondage qui vient d'être publié, plus de 60% des Autrichiens sont pratiquement, il s'agit de pratiquement tous les Autrichiens vaccinés qui sont en faveur de ces amendes, car la plupart veulent en finir une fois pour toutes avec la pandémie et le vaccin obligatoire semble être la seule possibilité pour convaincre tous ceux qui refusent de se faire vacciner. Lucien Giordani en direct de Vienne. Merci. Et 2 invités nous rejoignent dans cette émission, le vice-président du PLR, Philippe Nantermo, et le conseiller national socialiste neuchâtelois, Baptiste Urny. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Nantermo, la vaccination obligatoire à l'autrichienne, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes un fervent partisan de la vaccination ? Moi, je pense pas que c'est une solution qui est réaliste. D'une part, parce qu'on pratique pas d'une vaccination obligatoire, on parle d'amende pour les non-vaccinés, ce qui est pas tout à fait la même chose quand on vous dit, par exemple, que le permis de conduire est obligatoire. Si vous conduisez sans permis, on détruit votre véhicule. Là, on vous plante pas de force une seringue dans le bras et c'est un pas qu'on n'est pas capable et qu'on n'est pas d'accord de faire dans des États libéraux comme les nôtres, où finalement, c'est un choix individuel. C'est un mauvais choix de ne pas se vacciner, mais c'est un choix qui reste encore le choix des individus. Alors, Baptiste Urny, chez nos voisins, on vaccine sous peine d'amende de 600 €, comme vient de le rappeler Philippe Nantermo. À Neuchâtel, aujourd'hui, on l'annonce, on discrimine les non-vaccinés. On passe à cette fameuse 2G, c'est-à-dire que seuls les guéris ou les vaccinés auront droit à aller dans les lieux de loisirs, à l'intérieur. Est-ce que ça, c'est la bonne méthode ou on est encore dans la stigmatisation ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, bonne méthode. Au bout d'un moment, il faut bien quand même prendre des mesures pour essayer de casser cette nouvelle vague. Aujourd'hui, le Conseil d'État neuchâtelois, avec quand même des arguments assez forts, propose cela. Moi, je ne crois pas qu'il faut complètement le rejeter, parce que il faut bien se rendre compte que l'alternative, à un moment donné, c'est la fermeture de tout. Alors, est-ce qu'on veut discriminer tout le monde, ou est-ce qu'on veut discriminer? Et ce terme, je l'aime pas beaucoup, parce que finalement, se vacciner ou pas, c'est une liberté. Monsieur Nantermo l'a rappelé, mais à un moment donné, la liberté, elle implique aussi des conséquences. Moi, je suis évidemment pour la société la plus inclusive possible et discriminer le moins possible sur la base du vaccin. C'est horrible de devoir faire ça, mais aujourd'hui, on est de nouveau dans une situation qui est difficile. Aujourd'hui, on sait que le vaccin fonctionne. On n'est pas comme il y a une année où on avait les balbutiements de la vaccination. Aujourd'hui, on a eu une année de vaccination. Et il y a des personnes qui refusent toujours de le faire, c'est leur choix, elles en ont le droit, mais ma foi, il faut quand même essayer de trouver des mesures pour éviter absolument les fermetures. Et je crois que le Conseil d'État neuchâtelois a pris une mesure qui est certes extrêmement triste, extrêmement péjorable pour le lien entre les gens dans la société, mais qui est un petit peu la seule mesure qui s'impose aujourd'hui. Philippe Nantermo, est-ce qu'on est encore libre? On voit en Autriche, on parle d'amende, en Suisse, c'est des interdictions de périmètre pour les non-vaccinés, on peut le dire ainsi. Est-ce qu'on est encore libre dans ce pays de ne pas se faire vacciner? Oui, on est libre de ne pas se faire vacciner. La preuve, il y a encore plein de gens qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, ce sont les vaccinés qui souffrent des décisions des non-vaccinés. Ce sont les non-vaccinés qui occupent les hôpitaux. Ce sont les non-vaccinés qui occupent les soins intensifs. Et c'est à cause des non-vaccinés aujourd'hui qu'on doit prendre toutes ces mesures. Et ce sont les vaccinés qui ont fait des efforts depuis des mois, qui se retrouvent face à une société qui se referme, face à l'obligation de porter le masque en permanence, face à la crainte aussi d'avoir de nouveau des fêtes de Noël qui ne ressemblent pas à des fêtes de Noël. Donc aujourd'hui, ceux qui sont les plus libres, ce sont en effet les non-vaccinés qui ont toujours ce droit-là et qui, par l'exercice de ce droit-là, péjorent la situation des gens qui ont fait l'effort de se vacciner. Ces gens-là sont la majorité aujourd'hui en Suisse, c'est une large majorité. Philippe Nantermo, Baptiste Urny, vous restez avec nous. On va parler de ce Parlement qui n'arrive pas à se mettre d'accord pour baisser ou fixer le prix des médicaments. Jeudi, le Conseil des États a en effet refusé de fixer le prix des médicaments génériques, un outil qui aurait pu faire baisser les coûts de la santé. Philia Sautier, on vous retrouve à Berne. Pourquoi le Parlement a-t-il refusé ce projet ? Principalement pour des raisons de qualité des soins. Les deux chambres s'inquiétaient d'une trop grande rigidité qui aurait mis en danger le bon approvisionnement des Suisses en médicaments. Le Conseil fédéral visait les génériques, ce sont par exemple les antidouleurs ou les anti-inflammatoires qu'on utilise souvent. Pour ces médicaments, il existe plusieurs versions de la même substance, un peu comme différentes marques de jus d'orange. La Confédération aurait fixé un prix remboursable pour chaque substance. Si l'assuré veut une version plus chère du même produit, il peut, mais il doit payer de sa poche la différence. C'est ce système que le Parlement a refusé au grand regret du ministre de la Santé, Alain Berset. Il le souligne, les Suisses et Suissesses payent leur générique 2 fois plus cher que les autres Européens. Un prix fixé par la Confédération aurait permis de corriger cette différence. Selon lui, la mesure aurait économisé entre 300 et 500 millions par année à l'assurance maladie. Alors Phileas, est-ce que le Parlement réfléchit à d'autres manières d'économiser cet argent ? Il en envisage quelques-unes. Les deux chambres ont accepté d'encourager les médicaments génériques, beaucoup moins présents en Suisse qu'ailleurs en Europe. Et le Parlement devra encore rendre son verdict sur plusieurs projets pour baisser les prix des médicaments. Par exemple, pour encourager les pharmaciens à vendre les produits les moins chers ou encore pour faciliter l'importation des génériques. Merci Phileas. Alors Philippe Nantermo, vice-président du PLR, membre de la Commission de la Santé, et Baptiste Urny, conseiller national socialiste neuchâtelois et président de la Fédération des patients section romande, sont toujours avec nous. Philippe Nantermo, est-ce qu'on peut se permettre de renoncer à 500 millions de francs d'économie dans les coûts de la santé aujourd'hui ? Non, précisément pas. Et au Conseil national, nous avions soutenu une alternative au prix de référence, c'était les importations parallèles. Depuis 12 ans, la Suisse connaît le régime des importations parallèles pour tous les produits. Ça vaut pour les matériaux de construction, pour les produits électroniques, etc. Il y a une exception qui a été introduite, c'est pour les médicaments. Ils doivent toujours faire l'objet d'une autorisation en Suisse et ça crée finalement un monopole pour les distributeurs classiques. Et le Conseil national avait accepté d'autoriser les importations parallèles, ce qui permettait à des entreprises d'import-export d'aller dans cette brèche dès lors que la différence de prix était trop élevée. Elle va jusqu'à 50 fois plus
50 fois plus cher en Suisse que dans certains pays européens comme la Hollande pour certains médicaments génériques. Et là, il y avait une option, et c'est une option qu'on a expérimentée dans d'autres domaines. Et jusqu'ici, si on a réussi à faire baisser le prix de certains produits, ce n'est pas en fixant par l'État le prix de ces produits, mais c'est en jouant la concurrence. Au national, ça a joué, tous les partis ont suivi. Malheureusement, aux États, c'est un peu l'inverse. La pharma a fait une très grosse pression avec trop de succès. J'espère simplement maintenant que dans le jeu de navette entre les chambres, on arrivera à corriger le tir. Baptiste Urny, on fait quoi pour limiter ou fixer le prix des médicaments, en particulier ces fameux génériques? Est-ce qu'il faut plus de contrôle étatique? Ça semble pas la version qui a le plus de chance. Par contre, plus de concurrence, notamment venue de l'étranger. Est-ce que vous pourriez vous rallier à cette idée-là? Alors, Monsieur Nantermo a dit que c'était une alternative. Pour nous, c'était pas une alternative, c'était en plus. C'est-à-dire que moi, j'étais totalement acquis à l'idée et je suis toujours acquis à l'idée que Monsieur Nantermo développe. C'est-à-dire de dire que quand un médicament est vraiment moins cher à l'étranger, on doit pouvoir l'importer en Suisse. Donc ça, c'est cette importation parallèle, c'est une bonne chose. Mais le prix de référence était aussi une bonne chose. Ça marche dans plein d'autres pays. Ça marche au Danemark, ça marche en Hollande, ça marche dans plein de pays européens. Ça a permis dans tous ces pays de baisser les prix, et c'est une méthodologie qui est assez intelligente parce que c'est de dire sur tous les mêmes médicaments génériques sur le marché, eh bien on rembourse un prix. Et puis, si on dépasse ce prix, on ne le rembourse plus. Du point de vue de la Fédération des patients, et c'est pas peu de le dire, on était favorable à ça parce que on estimait que dans les mesures, disons, de réduction de coûts, c'était la plus indolore pour les patients parce que ça ne restreint pas l'accès aux soins. Ça permet effectivement de baisser de façon conséquente les prix des médicaments. Et puis, aujourd'hui, on est vraiment effectivement malheureux du fait que les chambres ont refusé cela. Encore une fois, d'autres pays l'ont fait, ça fonctionne. Je vois pas pourquoi ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionnerait pas chez nous. Des fois, il faut arrêter de penser qu'il y en a point comme nous, quoi. Philippe Nantermo, sur ce point-là, pourquoi ça fonctionnerait pas en Suisse? Non, mais c'est vrai. Le problème, c'est que le modèle qui a été proposé était quand même particulièrement compliqué. J'invite tous ceux qui ont un doute là-dessus à lire le projet de loi du Conseil fédéral. Il faut précisément des médicaments pour ne pas avoir mal à la tête à sa lecture. Et le projet qui avait été soutenu par le Conseil national et qui est toujours vivant puisqu'il y a une chambre qui le soutient, l'autre qui l'a refusé, mais il peut encore faire l'objet d'un débat contrairement au prix de référence. Eh bien, il était beaucoup plus simple et il s'appuyait sur des mécanismes que nous connaissons en Suisse, qui est ce mécanisme d'importation parallèle. Alors, mais attendez, juste c'est compliqué, d'accord, oui. Mais si ça permet d'économiser 500 millions de francs, c'est quand même plutôt avantageux, non? C'est pas une raison pour torpiller ce sujet, ce projet. Non, mais on peut y parvenir avec les deux méthodes. Autoriser les importations parallèles atteint les mêmes objectifs puisque le but justement c'est d'atteindre le prix que l'on connaît dans les pays européens où on est moins cher. Et si vous avez la possibilité d'importer directement le produit d'Europe de là où il est moins cher, évidemment le distributeur traditionnel est obligé de s'aligner, sinon eh bien il perd son marché. Vous êtes d'accord? Mais Monsieur Nantermo, l'un ne s'oppose pas à l'autre. C'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi vous opposez ces deux méthodologies. Encore une fois, ce que vous dites sur l'importation parallèle des médicaments, et c'est assez rare, je suis d'accord avec vous, mais véritablement, ça s'opposait pas à ce prix de référence où là, effectivement, il y a aussi eu des lobbies extrêmement bien organisés qui se sont opposés. La solution du Conseil fédéral qu'il proposait était-elle compliquée? Moi, je l'ai lu, je l'ai comprise et je suis pas plus intelligent qu'un autre, donc j'estime que c'était pas si compliqué que ça. Mais véritablement, Monsieur Nantermo, si vous me dites le prix de référence des médicaments, je suis pour, mais sur une autre méthodologie plus simple, mais faisons une intervention dès la semaine prochaine au Conseil national, je serai heureux de la co-signer. C'est-à-dire que si c'est la méthode qui vous plaît pas, nous, je pense qu'on peut vous en proposer d'autres. C'est le principe qui est important. Et ce prix de référence, encore une fois, le principe, il est juste, c'est de dire que quand on a 50 produits identiques ou 20 produits ou 10 produits identiques sur le marché qui font le même effet, eh bien, simplement, ça n'est pas à l'assurance de base de payer n'importe quel prix pour ça, mais le prix le moins cher ou la moyenne la moins chère. Et encore une fois, l'importation parallèle des médicaments, elle ne fera que renforcer cette baisse des prix, mais elle ne s'y oppose pas du tout. Et c'est ce qui me rend un peu malheureux, c'est que vous parlez de cette autre méthode qui est effectivement qui est positive, mais qui ne s'opposait absolument pas à ce projet qui était un projet intelligent. Il y a une manière il y a une intervention de l'État que vous accepteriez dans ce marché des médicaments, Philippe Nantermo. C'est ça qui vous gêne au fond, peut-être?
Non, mais il y a énormément d'interventions de l'État dans le domaine des médicaments. Je rappellerai que ce sont quand même des produits qui sont homologués, autorisés, dont la liste des produits remboursés est fixée par l'Office fédéral de la santé publique. Donc l'intervention, elle est quand même permanente. Et aujourd'hui déjà, le prix est déterminé conjointement avec les collectivités publiques. L'idée, c'est un changement dans le mode de calcul du prix qui était un peu compliqué. Je suis pas opposé. Vous seriez d'accord de travailler avec Baptiste Urny pour élaborer une intervention commune? Bien entendu, mais je tiens quand même à dire qu'on a travaillé en commission avec la gauche, et la gauche n'était pas unie non plus en faveur du prix de référence. Donc la solution qui est sortie de la commission du national, c'était une autre solution pour faire baisser le prix des médicaments, et cette autre solution est encore vivante. Donc moi je dis simplement qu'on doit se battre aujourd'hui pour la faire vivre. Ça n'empêche pas de travailler sur un autre modèle de calcul du prix des médicaments qui permette de le faire baisser, pour peu que ce soit encore nécessaire, si on parvient à faire aboutir le modèle que l'on connaît des importations parallèles. Mais je donne raison à monsieur Urny, il faut trouver d'autres pistes. Et s'il y a bien une personne dans ce Parlement, enfin je ne suis pas la seule, mais je fais en tout cas partie des gens qui depuis des années proposent des choses pour faire baisser le prix des médicaments. Et je pense qu'on est à bout touchant pour une formule aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à convaincre le Conseil des États qui, s'il a dit non à cette position qui a fait une large majorité au Conseil national, c'est sur des arguments pour lesquels on peut proposer aujourd'hui un compromis qui pourrait, à mon avis, les convaincre. Baptiste Urny, est-ce qu'on va y arriver un jour? Est-ce que vous imaginez peut-être travailler avec Philippe Tantermo, avec la droite, pour faire réellement baisser le prix des médicaments en Suisse, pays des pharma? Mais moi, ça m'est égal avec qui je travaille. Tant que pour le patient, il n'y a pas une restriction de l'accès aux soins et qu'on peut baisser ces prix des médicaments qui sont effectivement délirants en Suisse, moi je travaille avec n'importe qui, avec plaisir. Mais au-delà de ça, il faut bien comprendre qu'au Parlement, la difficulté sur ce sujet, la grande difficulté, c'est qu'il y a un lobby des entreprises pharmaceutiques, d'Intergenerica, etc., qui est extrêmement présent et qui est extrêmement puissant. Et il faut se débarrasser véritablement de ces lobbies, en tout cas s'extraire de leur argumentation, qui au final est une argumentation par rapport à leur porte-monnaie. Et donc moi j'aime entendre Monsieur Tantermo qui me dit voilà, on a une autre solution, on est à bout touchant. Eh bien je lui dirais de convaincre ses troupes au Conseil des États, parce que quand je regarde qui c'est qui a voté oui et non, la gauche et le Parti socialiste ont très largement voté pour cette importation parallèle, ce qui n'est pas forcément le cas des conseillers aux États PLR et du reste de la droite. Et puis d'autre part, s'il me dit non, mais c'est la solution que le Conseil fédéral proposait qui était un peu trop bureaucratique et un peu trop compliquée, mais la porte est ouverte. Monsieur Tantermo connaît très bien mon numéro et c'est avec plaisir que je travaillerai avec lui. Mais voilà, mais c'est vraiment au-delà de la plaisanterie. Aujourd'hui, on a un gros problème en Suisse par rapport au prix des médicaments. Je crois que là-dessus, avec Monsieur Tantermo, on est d'accord. Ensuite, sur la méthodologie, manifestement, on n'est pas d'accord absolument sur tout, mais je suis très content d'entendre qu'il y a une volonté de la part de la droite bourgeoise de travailler là-dessus, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et encore une fois, on terminera sur cette volonté commune. Alors très brièvement, Philippe Tantermo, très brièvement. Je viens de dire qu'on a écrit une lettre ensemble avec Baptiste Urny au Conseil aux États pour leur dire de soutenir ces importations parallèles. Donc on a déjà travaillé ensemble, on va continuer à le faire. Très bien. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci à tous les deux. Philippe Tantermo, vice-président du PLR, Baptiste Urny, conseiller national socialiste neuchâtelois. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Et bonsoir Didier Pourquerie. Vous êtes journaliste, auteur de l'essai Sauvons le débat, osons la nuance, paru aux presses de la Cité. Vous militez pour un retour du vrai débat de fond, plutôt que ce que vous décrivez comme des matchs de catch entre professionnels du débat. Tiens, qu'est-ce que vous avez pensé du débat précédent qu'on vient d'entendre dans cette émission ? Oh, c'est pas juste, parce que là, vous m'avez fait entendre un super bon débat avec des arguments équilibrés et qui finit en plus par deux personnes, de droite et de gauche, qui disent on va travailler ensemble. Donc là, c'est pas possible, vous l'avez préparé. Je me suis dit vraiment, on a beaucoup de choses en France à apprendre de ce genre de conversation, parce que du coup, c'est exactement pourquoi je milite, c'est-à-dire un échange d'arguments, un échange d'idées, et ensuite, à partir de là, on construit, disons, pas une solution immédiate, mais en tout cas, un terrain d'entente et de dialogue. Bon, c'est pas tous les jours comme ça dans Forum, si ça peut vous rassurer. Et d'ailleurs, les choses sont peut-être un peu différentes en France. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Je n'ai jamais demandé aux musulmans de choisir entre leur foi, comme vous dites, et la France ou même la République. Je dis simplement qu'ils doivent choisir entre les lois islamiques et la République. Je crois que c'est compliqué pour c'est pas la même, c'est pas trop, oui, bien sûr. Faites l'âne pour avoir du son, comme disait mon père. Vous savez, monsieur. Je n'ai jamais dit, pardonnez-moi, monsieur le maire, quand on veut être président de la République, on respecte
les hommes et les femmes qui vous parlent. Moi, je vous respecte, je ne vous interromps pas. C'est vous qui ne me respectez pas, mais vous m'interrompez. Je ne suis pas un âne, vous m'insultez. Monsieur. Et vous avez l'habitude, vous faites des doigts d'honneur aux gens Monsieur dans la rue, le maire, donc vous pouvez me traiter d'âne. Ça ne vous dérange pas. Ça, c'est un conseil de votre communicant, mais ça passe pas. Didier Pourquerie, ça c'était jeudi soir sur France 2. Cela pour vous, c'est ce que vous appelez le fameux match de catch entre professionnels. C'est du chiquet, en fait, c'est ça que vous nous dites? Quand c'est autour d'une table de débat avec des chroniqueurs qui tous les soirs arrivent et font la droite, font la gauche, font l'extrême droite et font l'extrême gauche, et on est d'ailleurs, les téléspectateurs les retrouvent chaque soir un peu comme on retrouve des héros d'une série télé, vous savez, il y a ceux qu'on aime bien, ceux qu'on n'aime pas, etc. Et puis il y en a un polémiste, Zemmour, qui était tellement joué bien son rôle et a tellement clivé tout le monde qu'il a réussi un jour à se poser la question, et finalement, et si je sautais le pas, si je devenais candidat. Donc voilà, ça c'est Zemmour, c'est un peu le fruit de cette espèce de dérive terrible du débat télévisuel en France. En 2 mots, et c'est pas qu'en France d'ailleurs, le débat devient un match, un affrontement, et cet affrontement, qu'est-ce qu'il est? Il est là pour créer de l'émotion. Et ensuite, on va prendre des petits bouts, comme vous l'avez fait là, mais sauf que c'est des bouts en vidéo, et on va les mettre sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, l'émotion, ça crée de l'attention. Et l'économie de l'attention des réseaux sociaux se nourrit, comme on dit en mauvais français, on monétise l'audience, on monétise l'attention. Eh bien, on monétise l'attention en mettant de l'émotion dessus, et c'est ce genre d'émotion et c'est pas du débat, ça, c'est du fight. Et du coup, comment est-ce qu'on sort de ça, Didier Pourquerie? Alors, il faut regarder en face les mots du débat. Il y a l'urgence, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Là, vous vous rendez compte, vous avez pris le temps de faire exposer les arguments aux uns et aux autres. La plupart du temps, les gens n'ont pas ce temps-là. Et donc, l'urgence. L'arrogance. Vous avez entendu ce petit extrait de Zemmour contre le maire. Ces 2 arrogances hyper françaises qui sont face à face. Donc l'urgence, l'arrogance, la violence aussi. Vous entendez cette tension qu'il y a. Et puis à l'autre côté du spectre, c'est l'offense. C'est-à-dire il faut pas dire des choses qui risquent de m'offenser. Et puis sur un substrat de défiance totale. Donc il faut reconstruire le débat autour d'une conversation informée en donnant la place à la nuance, c'est-à-dire à une espèce de jeu, mais non pas un jeu comme un jeu de rôle, mais créer du jeu, créer de l'espace. Vous voyez, comme quand on crée du jeu entre 2 pièces mécaniques. Voilà, en créant ce jeu, en créant cet espace, on va pouvoir y mettre un espace de dialogue. En somme, vous proposez de remplacer le « Indignez-vous » de Stéphane Hessel par un « Écoutons-nous » peut-être sur les plateaux très TV. Très important l'écoute. Dans la conversation des salons dans divers pays au XVIIe siècle, l'écoute était pratiquement aussi valorisée que la parole et le partage. Et un savoir écouter, c'est-à-dire savoir faire résonner en soi les paroles de l'autre, était très important parce que ça permettait de construire une argumentation. Et cette écoute, il faut la retrouver et il faut remplacer la défiance par le doute raisonné. Mais d'un autre côté, on pourrait vous opposer que les débats ennuyants, c'est pas là où le public se trouve. C'est-à-dire que le public aujourd'hui suit ces débats, ces matchs de catch que vous décrivez. Il n'écoute pas forcément, ou peut-être beaucoup moins, les débats peut-être un peu plus ennuyants, qui vont un peu plus dans le détail, qui vont dans la nuance. Oui, en effet, mais quand on regarde les grandes émissions de débat, excusez-moi de citer des radios concurrentes, mais sur France Culture, les grandes émissions de débat qui existent depuis des années,
comme Esprit Public eh bien, c'est des émissions calmes, qui durent 50 minutes et qui ont de l'audience. Oui, qui ont de l'audience. C'est pas uniquement parce qu'il y a autre chose avant et autre chose après. C'est vraiment Donc, évidemment, aujourd'hui, le spectacle, il est partout et l'audiovisuel, notamment, est en miettes. Donc, on peut pas avoir des grandes messes comme quand il y avait qu'une seule chaîne de télé. Il faut savoir que, de toute façon, on se bat pour des toutes petites parts de marché. Mais en tout cas, ça existe. Le vrai débat existe en France aussi. Merci Didier Pourquerie. Vous êtes auteur de Sauvons le débat. C'est aux éditions Presse de la Cité. Bonne soirée. Bonne soirée. Et nous allons maintenant prendre le pouls du tourisme hivernal en Suisse avec vous, Jean-Daniel Cliva. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hôtelier, président de Grand Montana Tourisme. Alors, on est passé en quelques semaines, Jean-Daniel Cliva, d'un optimisme d'avant-pandémie au variant Omicron, ces restrictions de voyage. Une fois de plus, c'est l'ascenseur émotionnel pour le secteur touristique ? Oui, alors je crois qu'on peut dire ça comme ça. Ouais. Au-delà de la question de la quarantaine qui nous a évidemment plombé quelques jours, mais c'est cette incertitude qui pèse quand même très lourd actuellement sur la branche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Suisses vont une nouvelle fois sauver le tourisme national ? C'est votre espoir en tous les cas ? Écoutez, les voyants sont ouverts, comme je le dis souvent, quand on est ouvert, on fonctionne très bien. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir effectivement une clientèle suisse qui est une clientèle qui aime la montagne, c'est une clientèle qui fait partie quand même de notre gros pourcentage, puisque on est à plus de 70% de fréquentation des Suisses pour les régions de montagne comme les nôtres. Donc oui, évidemment que c'est les Suisses qui vont nous faire fonctionner, mais qui ont toujours été là pour les régions de montagne. Alors les Suisses, ils habitent pas très loin, peut-être qu'ils restent pas dans votre hôtel. C'est un des problèmes que vous devez gérer, que vous devrez gérer ces prochaines semaines ? Écoutez, non, aujourd'hui les réservations sont plutôt excellentes. Les origines de la clientèle, oui, évidemment, beaucoup de Suisses. Mais on a encore une clientèle très confiante dans les pays limitrophes et même jusque dans le Benelux. Donc les gens ont confirmé leur réservation malgré ces 3-4 jours d'incertitude. Donc les voyants sont au vert. En tout cas sur le plan des réservations, on est vraiment très très bien, je crois, pour l'ensemble des régions de montagne. Au début de cette pandémie, on se demandait si les Suisses allaient redécouvrir la Suisse, fidéliser ou être fidélisés par l'offre en Suisse. Ça veut dire qu'on attend, en tout cas l'offre touristique est en passe de réussir ce pari-là ? Oui, je pense que le tourisme suisse et l'hôtellerie en général, les destinations ont relevé le défi finalement, ont fait des offres qui étaient assez attractives. On s'est aussi rendu compte que le pouvoir d'achat des Suisses est quand même assez élevé. Je prends pour les cas notamment des grandes villes comme Zurich ou Genève, il faut dire que la vie, finalement le pouvoir d'achat des gens qui habitent ces villes-là est quand même assez élevé. Et finalement, les régions de montagne sont pas si chères et sont même plutôt moins chères que ces villes. Donc pour l'instant, en tout cas, ça se présente très bien. Est-ce que les Suisses ont des attentes différentes, des goûts spécifiques ? Vous avez dû vous adapter ? Oui, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Évidemment, je rigolais en préparation de l'émission en disant que il fallait ouvrir les restaurants un petit peu plus tôt parce que on a notamment du côté d'Outsarine quand même des gens qui mangent plutôt vers 18h que vers 21h. Donc ça change un petit peu de la clientèle italienne. Mais au-delà de ça, je pense que alors pour chez nous, ce qui surprend un peu, justement avec la clientèle suisse alémanique, c'est que ils aiment quand même beaucoup qu'on leur parle dans leur langue. Et puis je pense que là, il y a un effort à faire et on tente tous de faire cet effort, d'avoir du personnel qui parle la langue, qui parle l'allemand. Et ça, on s'est rendu assez vite compte que ça manquait un petit peu. On avait beaucoup de personnel qui parle, des collaborateurs qui parlent l'italien, évidemment le français ou l'anglais, mais l'allemand manquait un peu. Et ça, c'est encore des efforts qu'on doit renforcer. Jean-Daniel Cliva, alors pour la première fois, un Suisse Tourisme a fait campagne auprès des jeunes, des moins de 25 ans. On va parler de pouvoir d'achat, vous l'évoquiez tout à l'heure. L'objectif est de renforcer l'engouement pour les sports d'hiver chez les adolescents et les jeunes adultes, nous dit Suisse Tourisme. Est-ce que c'est une bonne clientèle pour vous ? Alors,
c'est surtout la bonne stratégie. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas uniquement raisonner en pouvoir d'achat immédiat, mais plus en durabilité. Et finalement, on s'est rendu compte que parfois, et durant des périodes un peu trop longues, quand on a laissé un petit peu de côté dans une région la jeunesse, on se retrouve tout d'un coup avec un trou, un manque de clientèle. Donc je pense qu'effectivement, l'investissement vers la clientèle jeune, et évidemment plutôt autour des activités physiques sportives telles que le ski, parce que c'est des choses qu'on peut apprendre facilement quand on est jeune et qu'on fait moins volontiers plus tard. Donc je pense que c'est une excellente stratégie. Quelqu'un qui a 15 ans aujourd'hui, on a 25 dans 10 ans. 10 ans, c'est vraiment pas loin. Et puis c'est des gens qui auront ce pouvoir d'achat plus tard. En même temps, ils font aussi leurs souvenirs. Ils vivent des émotions en montagne qu'on vit justement à ces âges-là. Et je pense que c'est une excellente stratégie pour faire durer finalement nos passions, notamment autour du ski et de la montagne. Merci beaucoup Jean-Daniel Clivat d'avoir passé quelques instants avec nous. Je rappelle que vous êtes hôtelier, président de Crans-Montana Tourisme, et on retiendra que les voyants sont ouverts au moment où on se parle. Bonne soirée à vous. Ou plutôt au blanc même, très blanc. Oui. Allez, merci beaucoup. Effectivement. Bonne soirée. Bonne soirée. Et maintenant, un sujet que nous avons toutes et tous tendance à mettre sous le tapis. Les hôpitaux universitaires et l'Université de Genève lancent Accordons-nous, un outil numérique innovant pour aider chacun et chacune à rédiger ces directives anticipées. On rappelle, elles permettent de dire les mesures médicales que l'on approuve, celles que l'on refuse en cas de perte soudaine de discernement. Bref, de dire comment on veut être soigné avant que cela ne soit plus possible. Bonsoir Christine Clavien. Bonsoir. Vous êtes éthicienne à l'Institut éthique, histoire, humanité de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Vous êtes initiatrice et co-conceptrice de cet outil. Pourquoi est-ce qu'il fallait rafraîchir la question ou la façon dont on récolte les directives anticipées ? Bon, c'est un document qui est très utile et qui est assez difficile à rédiger en réalité pour qu'il soit clair et compréhensible. Déjà, il faut comprendre son utilité. C'est, par exemple, si vous avez un accident de ski ou de route, c'est que vous vous retrouvez aux urgences, ou bien alors si vous avez une crise psychologique durant laquelle vous êtes plus vous-même pendant quelque temps, ou bien même si vous êtes atteint d'une maladie grave qui vous fait perdre votre capacité de discernement. Dans ces situations-là, en fait, vous avez des gens qui doivent prendre des décisions médicales pour vous. Ça va être le soignant ou ça va être les proches qui vont être contactés. Ils doivent décider à votre place. Et puis, si vous n'avez pas, durant votre vie auparavant, expliqué ce qui est important pour vous, pour eux, ces décisions sont très difficiles à prendre. Et vous avez mis sur pied ce projet Accordons-nous. Ça se matérialise comment et ça résout quoi comme problème aujourd'hui dans la récolte de ces directives anticipées ? Bon, ce que ça résout, c'est surtout que ça permet de clarifier quelles sont les priorités et les valeurs des patients. Et puis du coup, lorsque tout à coup ils doivent être pris en charge, par exemple aux urgences ou aux soins palliatifs, eh bien les soignants ou bien même les proches, ils savent mieux comment faire et quoi décider. Et puis cet outil qu'on a développé, c'est un outil numérique et on a essayé de le faire aussi simple que possible et aussi clair que possible pour faciliter la discussion, pour inciter les gens à discuter avec leurs proches, avec leurs soignants, et puis pour faciliter la rédaction de directives anticipées qui permettent justement de clarifier toutes ces questions en amont. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui les remplissent. On sait à peu près quelle proportion aux hôpitaux universitaires de Genève, par exemple ? Bon, les statistiques sont assez variables, surtout avec les groupes d'âge. Plus on avance dans l'âge et plus il y a de directives anticipées qui sont rédigées, mais elles ne sont pas forcément toujours bien rédigées non plus, parce que des fois on les rédige juste avant de rentrer à l'EMS, un peu en rapidité, puis c'est pas dans les meilleures circonstances. Donc vraiment c'est quelque chose, c'est un problème récurrent, régulier qui mérite vraiment son attention, parce que la qualité d'une directive anticipée, c'est vraiment crucial pour une bonne prise en charge du patient. L'acharnement thérapeutique, c'est un terme qui est peut-être un peu flou. Par exemple, quand on dit je refuse l'acharnement thérapeutique, on ne sait pas exactement, ou les soignants ne savent pas exactement ce que ça représente pour la personne, c'est ça ? Oui, typiquement, même si vous avez écrit une directive anticipée, mais si dans votre directive anticipée, vous écrivez juste « je veux pas d'acharnement thérapeutique », en fait, on ne saura pas du tout comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce que l'acharnement thérapeutique pour une personne ne va pas signifier la même chose que pour une autre. Il y a des gens qui sont prêts à
à vivre avec des séquelles graves, qui tiennent beaucoup à la vie, qui sont prêtes à accepter beaucoup de choses. Puis il y en a d'autres pas du tout, qui préfèrent mourir plutôt que de devoir vivre dans des conditions de vie qui sont difficiles. Et ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Et donc, du coup, cette notion d'acharnement thérapeutique, elle va varier d'une personne à l'autre. Et juste dire, je veux pas d'acharnement thérapeutique, c'est absolument incompréhensible pour un soignant. Donc, c'est important d'être plus au clair et d'être expliqué mieux. Et ça peut se faire seulement, en fait, lorsqu'on l'explique et puis qu'on a des discussions avec les soignants puis avec les proches, de manière à ce qu'on ait une compréhension plus fine de ce qui vaut la peine d'être vécu, en fait. Quel est le genre de vie qui vaut la peine d'être vécu selon la personne X ou Y. Mais ça implique de dépasser un certain tabou qu'il y a parfois au sein des familles? Oui, c'est très difficile. C'est très difficile. Moi, je l'expérimente aussi, même avec mes parents. Et donc, en réalité, ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de cette application, c'est de donner des petits incitatifs qui permettent de briser la glace. On a, par exemple, une section où on présente des œuvres d'art, des livres, des ouvrages, des films que les gens peuvent regarder puis qui traitent de ce genre de questions et qui permettent peut-être, quand on les regarde ensemble, de commencer une petite discussion. On a aussi des conseils, aussi des associations qu'on donne pour aider les patients en fait à faire ce pas. On a même on a même développé un jeu qui permet de prioriser, de comprendre en fait quelles sont les priorités de vie qu'on a et puis de se fixer des objectifs d'action en rapport avec ces priorités de vie. Et puis, bien sûr, on a toujours aussi le formulaire de directive anticipée. Et celui-là, il est tout particulier par rapport à ce qui existe sur le marché. Parce qu'il y en a beaucoup de ces formulaires de directive anticipée qui existent. Le nôtre, il est tout particulier parce qu'il comprend vraiment beaucoup de questions. Puis les gens peuvent répondre juste aux questions qui sont plus pertinentes pour eux, puis laisser de côté celles qui sont moins pertinentes. On a vraiment mis beaucoup, puis on a chaque fois donné un petit peu des exemples de types de réponses pour un peu donner des idées, pour faire avancer la réflexion. Et donc, du coup, c'est un formulaire qui est plus facile à remplir et qui est plus incitatif à la discussion qu'un formulaire traditionnel un peu plus froid et plus court. Et ça s'appelle Accordons-nous. Merci beaucoup, Christine Clavien, éthicienne à l'Université de Genève. Bonne soirée à vous. Merci à vous, bonne soirée. La journaliste des Philippines Maria Ressa et le russe Dimitri Muratov ont reçu hier leur prix Nobel de la paix. Le comité Nobel a honoré leur travail pour la liberté d'expression et la liberté de la presse dans des pays où le journalisme peut vous coûter la vie. En recevant son prix, Dimitri Muratov a d'ailleurs demandé à l'Assemblée une minute de silence en l'honneur de tous ces journalistes et reporters tués. Bonsoir Cécile Vessier. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Russie, professeur à l'université de Rennes 2. Alors, on va prendre le pouls avec vous de la presse indépendante en Russie. Derrière ce prix Nobel, que reste-t-il ? Écoutez, d'abord, je crois que Muratov a dit, dès qu'on lui a annoncé cette nouvelle, que ce prix Nobel était dédié d'une part à son journal, à la Novaya Gazeta, plus particulièrement aux journalistes tués de la Novaya Gazeta et plus particulièrement à l'ensemble de ceux qui, en Russie, se battent justement pour faire leur métier. Et il l'a de nouveau souligné dans son discours du Nobel. C'est-à-dire que la presse libre n'existait pas jusque 86-87 en Union soviétique. Ensuite, elle s'est épanouie de façon anarchique, de façon un peu désordonnée, mais elle s'est épanouie. On a eu dans les années 90 une presse libre. Et depuis 2000, exactement depuis 2000, on a un rouleau compresseur qui passe sur cette presse de plus en plus et le mouvement s'est accéléré. Et comme l'a dit d'ailleurs M. Muratov, tout un certain nombre de journalistes russes ont dû quitter leur pays et ont dû émigrer pour continuer à faire leur métier. Un certain nombre ont été tués, je dirais, soit dans des accidents, soit lors de guerre, soit volontairement parce qu'ils faisaient leur métier. Et on voit des gens en Russie qui s'efforcent et qui font du journalisme absolument formidable en découvrant des choses, en allant chercher ce qui gêne vraiment les puissants et les dirigeants russes, mais il faut bien reconnaître que toute une série de journaux, de médias, je pense par exemple à la télévision Dost, je pense à différents organes de presse, ont été déclarés agents de l'étranger. Et agents de l'étranger, comme l'a dit M. Muratov, en Russie, ça veut dire traître.
Donc, ce sont de très mauvais jours pour la presse en Russie. Et ce Nobel est venu, je dirais, comme une reconnaissance d'un journal, d'une équipe et de gens qui, depuis 20 ans, essaient tant bien que mal de faire leur travail. Et justement, comment se porte Novaya Gazeta ? Quel est son lectorat, par exemple ? Alors, son lectorat... Bon, d'abord, il est essentiellement sur Internet. Alors là, j'étais très touchée parce que, justement, Muratov expliquait qu'ils ont une édition papier, effectivement, qui se trouve assez difficilement. Et il expliquait qu'une des raisons pour garder cette édition papier, c'est qu'on la lit en prison, où on n'a pas accès à Internet. Donc, c'est quelque chose qui est lu en prison. Sinon, je dirais, ceux qui lisent ce journal sont très largement des intellectuels, des gens qu'on dit libéraux en Russie, c'est-à-dire attachés aux droits et aux libertés. C'est pas quelque chose que justement on va trouver dans n'importe quel kiosque, même à 300 km de Moscou. Donc c'est un lectorat spécifique, mais il n'empêche que c'est un journal et un site qui font un excellent travail. Je pense par exemple à des enquêtes menées sur la Tchétchénie. Alors Monsieur Muratov a encore été menacé par Kadyrov, qui est donc le chef suprême de la Tchétchénie. Il a été menacé à plusieurs reprises, lui et ses équipes. Il l'a été de nouveau lorsqu'il a reçu ce prix Nobel. Ils ont fait un excellent travail sur les Wagner, c'est-à-dire les mercenaires russes qui vont se battre un petit peu partout dans le monde. Donc ce sont des gens qui vont gratter là où ça fait mal. Merci beaucoup, Cécile Vessier, d'avoir passé quelques instants avec nous pour évoquer justement la forme de cette presse indépendante en Russie. On comprend que c'est un peu compliqué en tous les cas. Vous êtes professeur à l'université de Rennes 2, spécialiste de la Russie. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Et à 18h41, bientôt 41, on ouvre la page sport de cette édition de Forum avec du ski, puisque cela a plutôt bien réussi aux Suisses aujourd'hui. Ce matin, Lara Gut-Berami a remporté le Super G de Saint-Moritz et un peu plus tard, Marco Odermatt a été le plus rapide sur le géant de Val d'Isère. Patrick Delettre, vous avez suivi ces deux épreuves. 2 victoires avec la manière. D'abord celle de Marco Odermatt. Oui, Marco Odermatt, on se demande ce qu'il pourrait lui arriver quand il skie. Il est tellement à l'aise dans n'importe quelle condition. Alors aujourd'hui, donc content d'avoir signé le meilleur temps de la première manche. Il a encore creusé l'écart sur Alexis Pinturo pour le battre finalement de 59 centièmes sur une piste difficile au retour d'une tournée américaine chargée qu'il a vu terminer 4e de la descente de Lake Louise, 1er et 2e des 2 Super G de Beaver Creek et puis 15e de la descente à Beaver Creek. Également, on l'écoute au micro de John Nicolet. C'est magnifique. Je ne sais pas exactement comme je fais aujourd'hui, j'étais un peu fatigué parce que le jet lag, l'entraînement n'était pas super la jour passée. Alors je sais c'est une grande fight et aujourd'hui alors je dois attaquer et comme ça il marche. Les conditions étaient très difficiles, ça tapait beaucoup, la lumière aussi. Vous aimez quand c'est difficile? Tout était difficile. Comme tu dis, la lumière, la neige, la course, la phase de Bellewaerde, c'est très très difficile. Alors, tous les chances étaient difficiles aujourd'hui. Marco Odermatt, donc, qui conforte son rang de leader de la Coupe du Monde, Patrick. Oui, ces courses, 446 points, 3 victoires, une moyenne d'un peu plus de 73 points par course. Une victoire, c'est 100 points. En fait, c'est comme s'il montait sur le podium à chaque course. Et puis, dans cette course, il faut noter aussi la bonne réaction des autres Suisses en deuxième manche. Loïc Meillard qui a gagné 9 rangs pour terminer 7e. Justin Murisier, 9e, est remonté, lui, de 11 places au classement en deuxième manche. Demain, à Val d'Isère, au programme, le premier slalom de la saison. Ouais, Patrick, vous êtes à Saint-Moritz, où ce matin, Lara Gut-Berami a effectué une démonstration. C'était dans le premier des 2 Super G. Oui, la Tessinoise est parfaitement remise de son refroidissement dont elle a souffert en Amérique du Nord dans un Super G qui contenait quelques pièges où la visibilité n'était pas idéale, mais elle a confirmé que cette discipline, que le Super G est vraiment sa discipline. Elle n'a jamais semblé en difficulté sur cette piste avec laquelle elle a une histoire, on va dire, mouvementée entre des victoires, des défaites, des blessures. Elle termine avec 18 centièmes d'avance sur l'Italienne et la reine de la vitesse actuellement, Sofia Goggia, la seule qui lui a vraiment résisté puisque la troisième est à 1 seconde 18. Mais attention, il s'agit de Michaela Schifrin. Quel podium, quel podium. Goggia Schifrin. Schifrin, son expérience lui a permis de venir marquer de très bons points sur le terrain de sa rivale italienne pour le classement général de la Coupe du Monde. À noter encore la 7e place, très bonne, de Wendy Holdener et la 17e de la fribourgeoise Noémie Colli, blessée à la main avec Louise, qui a pris tous les risques aujourd'hui. Elle confirme donc le talent qu'on lui connaît.
Patrick Deletro à Saint-Moritz. Merci. Et en football, Lausanne Sport accueille le FC Zurich en ce moment à l'occasion de la 17e journée de Super League. Grégoire Rogier, vous suivez cette rencontre pour nous. Alors, après quasiment une mi-temps, où en est-on dans cette partie ? Eh bien, pour l'instant, c'est le FC Zurich qui mène même assez largement puisque les Zurichois mènent 2-0 dans cette rencontre. Ils ont pu ouvrir la marque dès la 12e minute. C'est Wilfried Gnonto qui a pu ouvrir le score dans un angle très fermé. Il faut dire que sur cette action, la défense lausannoise n'est de loin pas exempte de tout reproche. On a permis à Gnonto et Krasniki de combiner dans un tout petit périmètre dans la surface de réparation lausannoise avant que Gnonto puisse donc tromper la vigilance de Moridio à bout portant. Et puis, depuis, pas grand-chose à se mettre sous la dent côté lausannois, une équipe lausannoise très timide qui est alignée dans un schéma assez défensif par son entraîneur Ilya Borenovic, et donc Lausanne n'a pas montré grand chose offensivement parlant, et à la demi-heure de jeu patatras pour les Vaudois. Thomas Trazier, le milieu de terrain, qui s'est fait expulser pour une faute assez sévère sur le centre avant Cissé. À noter qu'il a fallu l'intervention de l'assistance vidéo pour que l'arbitre de la rencontre, monsieur Chibelli, donne ce carton rouge à Thomas Trazier, et 3 minutes plus tard, le FC Zurich pouvait donc doubler la mise par une nouvelle fois son numéro 22, Gnonto, qui a pu donc, grâce à son doublé, donner 2 longueurs d'avance à cette équipe zurichoise, alors qu'il reste encore 1 minute dans le temps réglementaire de cette première période. Grégoire, avant cette partie, on pouvait redouter un match déséquilibré entre d'un côté une équipe vaudoise qui est avant-dernière de Super League et Zurich, fringant leader du championnat. Ça s'est concrétisé, donc, si je vous suis. Oui, exactement, ça se vérifie. C'est vrai que ce FC Zurich, c'est la bonne surprise de cette première partie de saison. Personne ou presque n'aurait misé 1 centime sur cette équipe zurichoise, leader du championnat après 16 journées, alors que la 6 se présente encore seule, et c'est désormais 3-0. Non, ce ne sera pas 3-0 puisque l'attaquant zurichois est signalé en position de hors-jeu. Mais voilà, c'est vous dire que ce FC Zurich est un fringant leader de Super League. Durant cette première période, on voit une équipe bien en place qui n'est quasiment jamais mise en danger par cette équipe lausannoise. On sent aussi que ce FC Zurich peut accélérer à tout moment et mettre hors de position cette équipe lausannoise. Voilà donc ce FC Zurich qui pour l'instant n'est absolument pas mis en danger ici au stade de la Tuilière. Il faudra vraiment que les Lausannois fassent beaucoup plus durant la deuxième mi-temps s'ils entendent pouvoir inverser la tendance. Mais on le dit, on le répète, les Vaudois qui sont réduits à 10, on voit mal dorénavant comment est-ce que les Lausannois pourraient espérer quelque chose dans cette partie face à ce FC Zurich là. Merci beaucoup Grégoire Rogier. Et puis on signale que les 2 autres formations romandes de Super League joueront demain, tout comme Sion, comme Servette d'ailleurs. Merci beaucoup Grégoire Rogier. Et tout de suite, l'actualité vue par les radios francophones publiques avec Olivier Nederland. Bienvenue dans l'Accent des autres. Voici, comme d'habitude, l'essentiel de l'actualité des médias francophones publics avec la radio-télévision suisse, France Inter, Radio-Canada, RFI et la RTBF. Et on va commencer aujourd'hui avec ce rapatriement de 2 enfants, 2 adolescentes vers la Suisse, Laurent Caspary. Elles viennent de Syrie et c'est une première. Pour la première fois, une fillette de 9 ans et une adolescente de 15 ans ont été rapatriées à Genève depuis un camp en Syrie. Ces 2 enfants avaient été enlevés en 2016 par leur mère sympathisante de l'État islamique. Le Canada a emboîté le pas à d'autres pays cette semaine. Benoît Audet, il n'enverra pas de dignitaires aux Jeux Olympiques de Pékin. Ottawa agit ainsi pour protester contre le sort réservé par la Chine à la minorité ouïghour du Xinjiang. En Belgique, le secteur des soins de santé a manifesté cette semaine, Jacques Kremers, une manifestation pour s'opposer à la vaccination obligatoire contre le coronavirus. Oui, ils étaient environ 4000 dans les rues de Bruxelles, toutes et tous mobilisés pour dénoncer le projet du gouvernement, un projet qui risque d'accroître la pénurie de personnel dans les hôpitaux à partir du mois de janvier. L'actualité en Afrique à présent, cette semaine, c'est notamment, Nicolas Sur, ce procès pour tentative de coup d'État à Madagascar. Oui, 20 personnes, dont 2 Français et leurs épouses, sont sur le banc des accusés. Enfin, à quoi va ressembler la rénovation de Notre-Dame de Paris à l'intérieur quand elle rouvrira, si tout va bien, au printemps 2024 ? La question vient d'être tranchée en France, Karine Bécard. Oui, 2 ans et demi après le gigantesque incendie qui l'a partiellement détruite, il vient d'être décidé de moderniser Notre-Dame de Paris. Des artistes contemporains notamment vont être sollicités pour la redécorer et évidemment ça râle. Certains défenseurs du patrimoine parlent déjà de dénaturation pour cet incontournable fleuron de l'art gothique. Et voilà pour le programme de cette semaine. Merci de nous accompagner dans l'Accent des autres.
Elle était partie rejoindre l'État islamique en Syrie et elle avait emmené ses enfants avec elle. C'était en 2016. Après de longues négociations, 2 jeunes filles viennent donc de rentrer en Suisse où vivent leurs pères respectifs. La question de leur réinsertion dans notre société, Laurent Kasparis, se pose désormais. Pour la Suisse, c'est une première et c'est un dossier très sensible. Des négociations très discrètes ont eu lieu entre la maman qui refusait à la base de se séparer de ses enfants et le département des affaires étrangères, ainsi qu'avec les 2 papas restés en Suisse, celui de la fillette de 9 ans et celui de l'adolescente de 15 ans. Au final, la maman a donc accepté de laisser rentrer ses filles dans le pays où elles ont grandi. Il faut savoir qu'en matière de lutte contre le terrorisme, la stratégie du gouvernement suisse consiste à rapatrier uniquement les enfants de djihadistes sans leurs parents. De plus, dans le cas présent, la mère a été déchue de sa nationalité. Une stratégie qui ne fait pas l'unanimité, certains considérant que séparer ces enfants de leur mère accentue leur traumatisme. Car il s'agit maintenant de s'assurer que ces 2 enfants réussissent à les surmonter, ces traumatismes. La France a plus d'expérience en la matière. Nous avons interrogé dans notre émission Forum la journaliste indépendante Céline Martelet qui suit un certain nombre de ces enfants de djihadistes rentrés en France. Elle se montre optimiste en les observant. Alors ils sont tout petits, oui bien sûr, j'en ai rencontré plusieurs, ils sont tout petits. La Syrie, ils en parlent quasiment pas. Quand vous les voyez, ce sont des enfants qui ressemblent à tous les enfants, vraiment. Ensuite, effectivement, ce sont des enfants qui souffrent de forts traumatismes. Ça, c'est une certitude. Ce sont des enfants qui, par exemple, ont peur du bruit des avions, ont peur des portes qui claquent, font pendant longtemps des cauchemars. Ça, c'est vrai. Ce sont des enfants aussi qui souffrent de ce qu'on appelle une amnésie émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent plus rien parce qu'ils ont vécu tellement des choses terribles qu'ils ne sont pas capables d'exprimer leurs propres émotions. Mais ce sont des enfants et c'est important de dire qu'ils vont bien. Des propos rassurants et dans le cas suisse, c'est désormais aux autorités genevoises de prendre en charge les 2 jeunes filles en lien avec l'Office fédéral de la police. C'était attendu, c'est officiel depuis cette semaine. Le Canada n'enverra pas de délégation diplomatique aux Jeux Olympiques de Pékin début de l'année prochaine. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie avaient déjà pris cette décision. Benoît, les relations entre le Canada et la Chine étaient déjà mauvaises. Elles ne risquent pas de s'améliorer. Non, les relations entre les 2 pays sont très tendues depuis quelques années. Tout a commencé lorsque le Canada a arrêté Meng Wanzhou, une dirigeante du groupe chinois Huawei à la demande des États-Unis. Pékin a aussitôt répliqué en arrêtant 2 ressortissants canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor. Ils ont été libérés plus tôt cette année après plus de 1000 jours en détention. Oui, on comprend dans quel contexte ce boycott diplomatique a été décidé. Benoît, comment Ottawa a-t-il justifié sa décision? Le premier ministre Justin Trudeau a voulu envoyer un message clair à la Chine. On l'écoute. Nous sommes profondément troublés par les violations de la droit de la personne du gouvernement de la Chine. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui que nous n'allons pas envoyer de représentants diplomatiques aux Jeux olympiques et paralympiques de Pékin cet hiver. Nos athlètes continueront d'avoir tout l'appui du gouvernement canadien en compétition contre les meilleurs autres athlètes du monde. Le Premier ministre Justin Trudeau à l'instant. Benoît, la réaction chinoise n'a pas tardé. C'est l'ambassadeur de la Chine à Ottawa qui a réagi vivement. Il a dit que les accusations du Canada quant au sort des Ouïghours n'étaient pas fondées. Il a aussi accusé Ottawa de tenter de politiser le sport et d'aller à l'encontre de l'esprit olympique. L'accent des autres avec les médias francophones publics. En Belgique, le personnel soignant s'oppose à un avant-projet de loi du gouvernement fédéral. Le texte prévoit, Jacques, de lui imposer la vaccination contre le coronavirus. Le personnel soignant qui a manifesté mardi sur fond de grève et de réquisition, ils étaient 4000, pas pour dénoncer la vaccination contre le coronavirus, non, mais pour rejeter, condamner l'obligation vaccinale que le gouvernement veut lui imposer et les sanctions qui sont prévues. À partir du 1er janvier, le personnel soignant aura 3 mois pour se faire vacciner, mais à partir du 1er avril, en cas de refus non justifié, certains pourraient être licenciés au risque d'accroître la pénurie de personnel dans les hôpitaux. Chacun se sent donc concerné, vacciné ou pas. Moi, je suis vacciné. On perd en effectif sur place. On perd de l'aide, on perd des compagnons de bataille, là. On est en train de crever depuis 1 an et demi. Et là, on veut mettre nos collègues dehors. Ça va pas. On n'est pas d'accord. On s'en fiche de savoir qui est vacciné ou pas vacciné. L'important, c'est de mettre le patient au centre des débats. Et si dans 1 mois, il y a un pourcentage de la population soignante qui est mis dehors et remercié parce qu'ils ne sont pas vaccinés, c'est les autres qui traquent et le patient surtout.
Voilà donc pour le témoignage de ces deux infirmières à l'occasion de cette manifestation début de semaine. Cela dit, Jacques, les manifestants avaient aussi d'autres revendications. Oui, une revalorisation de la profession d'infirmier, une revalorisation des barèmes, du personnel et de l'argent pour les hôpitaux. Les établissements hospitaliers qui ont particulièrement souffert de la crise Covid. Un véritable stress test, a commenté un analyste, puisque le chiffre d'affaires de l'ensemble des hôpitaux généraux a diminué de 3,5% sur un total de 15 milliards d'euros, une perte conséquente, a-t-il souligné. Les syndicats espèrent à présent qu'une concertation avec le gouvernement permettra d'élaborer des alternatives crédibles. Faute de cela, la mobilisation ne sera qu'un début, avertit le Front commun syndical. Et la situation est manifestement déjà critique au point qu'une clinique de la région liégeoise a fermé ses urgences ce jeudi et jusqu'à lundi, faute de personnel. Direction Madagascar à présent avec cette semaine l'ouverture du procès d'une vingtaine de personnes. Elles sont accusées d'atteinte à la sûreté de l'État, d'association de malfaiteurs et de complot en vue d'assassiner le chef de l'État malgache, Nicolas. Oui, 20 personnes sur le banc des accusés, dont 2 ressortissants français et leurs épouses. Ces 2 hommes, Philippe François et Paul Rafanouaran, qui a aussi la nationalité malgache, ont été arrêtés il y a 4 mois. Ils sont présentés comme les cerveaux présumés du projet Apollo 21, un nom de code pour une tentative de coup d'État qui visait, selon la procureure générale, à éliminer et neutraliser plusieurs hautes personnalités politiques, dont le président malgache Andry Rajoelina. Les 2 hommes et leurs épouses démentent toute implication dans cette affaire. Alors Nicolas, qui sont ces 2 Français ? Paul Rafanouaran, ancien officier de la gendarmerie française et diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr, a été brièvement conseiller de l'actuel chef de l'État malgache en 2011, alors que ce dernier était à la tête de la haute autorité de la transition. Philippe François, lui aussi ancien Saint-Cyrien et colonel à la retraite de l'armée française, a notamment opéré au Tchad. Arrivé il y a près de 2 ans à Madagascar, il dirigeait une société d'investissement dans laquelle Paul Rafanouaran a été associé. 5 gendarmes du groupement de sécurité et d'intervention spéciale sont aussi sur le banc des accusés. Recrutés par Philippe François pour sa sécurité personnelle à son arrivée à Madagascar il y a 2 ans, ils sont accusés d'avoir participé au complot, ce qu'ils ont aussi nié. Les prévenus encourent la réclusion à perpétuité. Le procès doit se poursuivre jusqu'en milieu de semaine prochaine. Enfin, à quoi ressemblera Notre-Dame de Paris après sa rénovation ? La question a été rapidement tranchée pour l'extérieur de la cathédrale. Il fallait maintenant s'occuper de l'intérieur. Le diocèse a présenté cette semaine son projet à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, 2 ans et demi après l'incendie qui a touché l'édifice. Et cette commission a rapidement rendu un avis favorable. Le projet prévoit de moderniser assez nettement le mobilier liturgique, ce qui est vivement critiqué par des défenseurs du patrimoine. 100 personnalités ont signé une tribune pour s'en indigner. Alors, à quoi tout cela va-t-il ressembler ? Rémi Brancato nous explique. En 2024, ces chants doivent résonner à nouveau lors des célébrations à Notre-Dame. D'ici là, le diocèse doit remplacer le mobilier liturgique endommagé, fini les traditionnelles chaises, place à des bancs amovibles dotés de lumignon. Des œuvres d'art contemporain devraient accompagner les tableaux traditionnels dans les chapelles latérales. Et pour les visiteurs étrangers, des phrases bibliques en plusieurs langues devraient être projetées. Dans la presse britannique, l'architecte Maurice Culot a dénoncé l'entrée de Disneyland à Notre-Dame. Si vous allez visiter le Panthéon de Rome, on ne va pas mettre des projections sur les chapelles pour expliquer en français ou en chinois. Je trouve ça un peu trivial. C'est des monuments dont la grandeur parle elle-même, mais on ne fait pas ça dans les autres grands édifices. L'idée est de faciliter le parcours des visiteurs qui entreront par la grande porte désormais, une modernisation qui suscite des critiques. L'Église se sent hors de l'eau. Elle essaie de rattraper ses fidèles par des accès de modernisme. L'académicien Jean-Marie Roire estime qu'il faut respecter le passé de la cathédrale. Je ne crois pas que les fidèles soient sensibles à ce modernisme. Pourquoi est-ce qu'on associerait toujours le contemporain à des chefs-d'œuvre anciens pour les abîmer ? C'est une sorte de trahison de ces monuments. Le diocèse de Paris, déjà bousculé par le départ de son archevêque, ne commente pas avant la présentation du projet à la Commission du patrimoine et de l'architecture.
Rémi Brancato pour France Inter, et peu importe les critiques, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a largement validé le projet du diocèse. Notre-Dame de Paris attirait chaque année avant l'incendie près de 12 millions de visiteurs. Sa réouverture est annoncée pour le printemps 2024 en même temps que les JO de Paris. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était l'actualité des médias francophones publics et l'accent des autres avec, comme chaque semaine, Radio-Canada, RFI, France Inter, la radio-télévision suisse et la RTBF. On se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour le dernier numéro de l'année. Et voici la météo. Demain, après les bancs de brouillard matinaux, une journée plutôt nuageuse s'annonce, mais sans précipitation. Davantage de soleil en Valais. Il fera moins 5 degrés le matin, attention verglas, et 4 degrés au meilleur de la journée. La semaine s'annonce ensoleillée et plus chaude avec un régime de haute pression. Infotrafic RTS. Dans la Riviera vaudoise, la forte affluence au marché de Noël de Montreux provoque de forts ralentissements entre la jonction autoroutière de Montreux et Clarens, ainsi que sur la route du lac. En Suisse alémanique, sur l'autoroute Zurich-Berne, un embouteillage et un retard d'une demi-heure sont signalés entre Unsingen et Wangen an der Aare en direction de Berne. Un accident bloque la voie de droite sur ce tronçon. Et voilà, c'est la fin de cette édition. On remercie à la technique Yanis Bordas et Rino Mucci-Grosso, à l'édition Julie Liardet. On vous signale Sport Première juste après les informations de 19h qui revient ce soir sur la belle journée du ski suisse avec notamment une interview de Lara Goutte-Berami. Un entretien aussi avec l'une des vedettes du concours hippique international de ce week-end à Genève, le cavalier zurichois Martin Fuchs. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain.